Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle édition de votre magazine hebdomadaire consacré au sujet de société et à la santé. Et aujourd'hui, nous allons parler santé. On va passer également de l'autre côté du miroir. On va faire un petit peu comme Alice avec Isabelle Brinté. Bonjour. Bonjour. Isabelle, vous exercez en tant que pédiatre libéral et vous êtes élue à l'URPS. Et c'est aussi pour ça qu'on vous a invité aujourd'hui et qu'on vous reçoit avec le plus grand plaisir en tant qu'élu de l'URPS pour pouvoir parler un petit peu de cette entité qui est parfois méconnue du grand public. Alors justement, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite, sans plus attendre. L'URPS, j'aimerais bien qu'on le définisse un petit peu. Qu'est-ce que c'est que l'URPS ? Déjà, je vous remercie de votre invitation. Et l'URPS, en fait, c'est l'Union régionale des médecins libéraux, qui est composée donc de médecins en exercice, qui sont élus, et qui proviennent de tous les départements de Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Donc, c'est une instance d'élus. Voilà. Alors, quel est l'objectif de l'URPS, puisque c'est une instance d'élus, des élus parmi les médecins libéraux? Quels sont les objectifs de l'URPS ? Alors en fait, notre système de santé repose sur l'hôpital et la médecine de ville et de campagne. Et en gros, la médecine libérale réalise à peu près 80% des consultations de la population. Et donc les deux piliers du système hôpital et médecine libérale ne peuvent pas faire l'un sans l'autre. Et donc le rôle de l'URPS, c'est d'organiser au mieux le système de soins dans le monde libéral. Alors justement, cette organisation, on va en parler un petit peu, puisque c'est vrai que ces derniers temps, on a tendance à parler de manque de médecins ou de déserts médicaux. Est-ce que c'est compliqué d'organiser la présence médicale et les soins ou la répartition des soins ? Alors c'est sûr que le contexte actuel n'est pas favorable à cette organisation, car on a un vrai manque de médecins. Que les jeunes médecins qui arrivent à juste titre souhaitent avoir une bonne qualité de vie et ne souhaitent pas travailler forcément dans les mêmes conditions que les médecins de la génération qui les précède. Donc effectivement, ça n'est pas simple, mais c'est un vrai challenge et c'est vraiment très stimulant d'essayer d'organiser au mieux la médecine de demain. Alors justement, puisque vous parlez des jeunes médecins, j'imagine que la médecine a beaucoup évolué ces dernières décennies, pour ne pas dire ces derniers centenaires, puisque la médecine existe depuis pas mal de temps maintenant. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est d'être médecin ? Parce que nous, on le voit en tant que patient. Le public et nos auditeurs voient le médecin en tant que patient. Et c'est vrai que quand on a tendance à se dire c'est difficile d'avoir un rendez-vous, mais j'imagine que quand on est médecin, allez, faisons comme Alice, passons de l'autre côté du miroir, passons à travers le terrier du lapin blanc et allons voir du côté des médecins. Qu'est-ce que c'est d'être médecin aujourd'hui ? D'être médecin aujourd'hui, c'est déjà d'avoir devant soi des patients qui sont beaucoup plus informés et formés. Et donc, c'est de soi-même continuer à se former, essayer de répondre au plus près aux besoins des personnes que l'on reçoit. Et donc, d'essayer de s'intégrer quand même dans des organisations de soins qui correspondent à la demande des patients, qui ne souhaitent pas forcément faire des kilomètres pour voir leur médecin, qui souhaitent avoir des soins qui correspondent aux dernières technologies qui sont en vogue, on va dire. Et donc, ils attendent aussi de la prévention, parce qu'effectivement, les patients voient bien qu'il y a de plus en plus quand même de maladies chroniques, qu'on a un enjeu aussi en santé environnementale, et donc ils sont demandeurs aussi de conseils de prévention. Alors justement, puisque vous parlez de prévention au sein de l'URPS, quelle est l'importance de la prévention dans les actions menées par l'URPS ? Eh bien, en fait, lors d'une enquête qui a été réalisée l'année dernière, on s'est rendu compte que près de 80% des médecins demandaient à ce qu'effectivement soient mieux prises en compte les consultations de prévention. On va pouvoir faire la prévention autour de la vaccination, autour de la prise en charge du dépistage des cancers, autour de la prévention en santé environnementale. J'entends par là tout ce qui correspond à l'effet de l'environnement sur notre santé. Et donc voilà un peu l'ensemble de la prévention qu'on peut impulser aussi
en particulier en pédiatrie, la prévention du surpoids aussi. J'en mettais ça. Et puis pour tous les bébés qui sont nés prématurés ou dans des situations un peu difficiles, la prévention de leurs difficultés plus tard dans l'apprentissage à l'école. Et alors tout ça, ça se joue quand? Ce système de prévention, ça se joue en amont, au niveau des médecins libéraux avec le RPS, au niveau de la formation peut-être même des médecins? Je pense que ça se joue à plusieurs niveaux. Il y a de la formation et donc c'est vrai que l'URPS organise des MOOC, des systèmes de webinaires et de MOOC de prévention en santé environnementale, mais aussi de prévention et de dépistage du cancer. Et donc, ça se fait au niveau de la formation. Et puis, j'allais dire que la prévention, moi, en tant que pédiatre, je parle que ça débute dès la grossesse et dès le projet de grossesse, dès la grossesse et dès les premières consultations. Alors, justement, on le disait, je le disais en vous présentant, vous exercez en tant que pédiatre libéral. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de votre spécialité, puisque si je ne me trompe pas, vous m'arrêtez si je me trompe, mais les médecins libéraux maintenant ne travaillent plus tout seuls, ils travaillent avec d'autres spécialistes, avec d'autres. Est-ce que cette pluridisciplinarité se retrouve également dans la pédiatrie et au sein même de l'établissement dans lequel vous exercez? Alors effectivement, le médecin, quand vous parlez du médecin, de la manière dont il travaille actuellement, il ne peut plus travailler seul, et les pédiatres, je dirais encore moins. Donc on peut avoir une activité de pédiatre de maternité au sein des maternités, où là on va travailler avec des sages-femmes, des auxiliaires de puériculture, des gynéco-obstétriciens, etc. On peut aussi travailler en tant que pédiatre libéraux au sein de maisons de santé. Et donc, effectivement, on a la chance en Nouvelle-Aquitaine d'avoir la première maison de santé pédiatrique de Nouvelle-Aquitaine, alors pas de France, mais de Nouvelle-Aquitaine, sur la commune de Tresse, où là, il y a un regroupement, effectivement, de professionnels autour de la famille et de l'enfant. Il y a donc plusieurs manières. Moi-même, je travaille aussi dans une maison de santé où il y a d'autres professionnels de santé. Et puis, effectivement, l'URPS promeut, ou en tout cas aide à l'organisation des communautés de professionnels au sein d'un territoire et au plus proche des besoins de ce territoire. C'est ça qui est un peu la nouveauté, c'est que dans un territoire, il y a des ressources, il y a des besoins, et en fait, il faut faire coïncider tout ça. Et il y a maintenant des communautés de professionnels qui s'organisent, et l'URPS, en tout cas, soutient ces initiatives et aide à cette organisation-là. Alors, quand vous dites aide à cette organisation, il y a une partie de coordination ou... Il y a une partie, en tout cas, de coordination et d'élus qui peuvent informer les médecins sur leur territoire quand ils veulent organiser ce type de communauté-là, de professionnels. Et puis, l'URPS va aider aussi à répondre à un grand besoin, on le sait, qui est le besoin des urgences, c'est-à-dire qu'il y a des vraies urgences entre guillemets qui doivent aller à l'hôpital, et puis il y a beaucoup d'urgences qui n'en sont pas, qui sont des urgences qui peuvent être un peu différées, et donc l'URPS aide aussi sur le territoire à l'organisation de la permanence des soins, donc sur les nuits, les week-ends en médecine libérale, mais aussi sur l'organisation de ce qu'on appelle les soins non programmés. Très bien. Eh bien, écoutez, on va continuer à parler de ces sujets qui concernent donc l'URPS. Donc là, on vient de faire une présentation donc de l'Union des médecins libéraux. Dans la deuxième partie, eh bien, je vous propose qu'on parle un petit peu des actions ou des actions de promotion des campagnes de vaccination. Donc deux sont en cours. On va les évoquer dans les prochaines minutes. Ce sera tout de suite après cette première pause musicale. Restez avec nous. Vous êtes toujours à l'écoute d'RIG. Vous nous écoutez sur la fréquence 90.7, santé et société continue. Notre invité, toujours avec nous dans les studios, elle n'est pas partie encore, elle est toujours là, c'est Isabelle Brinté, le pédiatre libéral et élu au sein de l'URPS, donc l'Union des médecins libéraux. Donc on a fait une description complète dans la première partie de cette émission de l'Union des médecins libéraux. J'imagine qu'il y aurait encore tout un tas de choses à dire, mais encore une fois, comme je le répète chaque semaine, nos auditeurs le savent, nous n'avons que 30 minutes
minutes, alors on essaie d'aller à l'essentiel. Justement, puisqu'on va à l'essentiel dans cette deuxième partie, on va évoquer certaines actions que promeut donc l'URPS et notamment des actions de vaccination. Alors là, on va parler un petit peu du HPV à présent, puisque le HPV, donc on le connaît plus sous le nom de papillomavirus humain. Si vous m'arrêtez si je me trompe, je crois qu'il en existe 200 types différents, peut-être même un petit peu plus. 70 à 80% de la population française serait en contact avec ces virus. Alors, j'ai envie de vous demander, Madame Brinté, qu'est-ce que c'est que le papillomavirus, le HPV ? Eh bien, donc, le papillomavirus, c'est un virus qui se transmet, en tout cas, lors des premiers rapports sexuels, qui, en tout cas, est transmis par les garçons aux filles. Et c'est un virus, surtout, qui a comme particularité de favoriser le développement de lésions précancéreuses et le cancer du col de l'utérus. Ah, c'est un virus misogyne, hein, s'il ne se transmet que par les garçons. Effectivement, alors par les garçons, ce qui compte surtout, c'est de savoir que effectivement la vaccination, à juste titre, s'adressait dans un premier temps aux jeunes filles. On posait effectivement la question de la misogynie, mais je ne développerai pas. C'était une plaisanterie. Voilà. Mais en tout cas, ce qui a été chouette et ce qui a été décidé, comme en Australie où ils ont éradiqué le cancer du col de l'utérus grâce à cette vaccination, c'est que maintenant, effectivement, les garçons aussi sont concernés par cette vaccination. Et que effectivement, elle fait partie du calendrier vaccinal classique à 11 ans, mais qu'effectivement, notre population n'est pas encore assez vaccinée et que donc, il y a cette campagne de vaccination qui va être menée dans les collèges. Alors, vous l'avez évoqué, cette campagne de vaccination, elle va être menée dans les collèges, donc elle va concerner principalement les adolescents. Depuis cette année, donc cette campagne de vaccination, elle est gratuite, donc elle va avoir lieu auprès des élèves de 5e, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'elle est obligatoire ? Alors, bien sûr, comme toute campagne de vaccination, elle n'est pas les collégiens ne seront pas obligés. Bien sûr que cette campagne va être proposée aux parents qui donneront leur autorisation. Et bien sûr que les parents restent décideurs. À nous, les médecins traitants, les pédiatres, d'informer, de répondre, de rassurer. Car effectivement, ce vaccin qui est très utile, effectivement, peut poser des questions et peut susciter de l'hésitation de la part des parents. Et c'est là justement qu'intervient l'URPS, j'imagine. C'est là que vous travaillez sur la prévention contre ce virus. Alors nous, on travaille de telle manière qu'on souhaite informer le plus grand nombre de médecins de leur rôle, du rôle qu'ils ont à jouer. Effectivement, le médecin traitant peut dans son cabinet lui aussi vacciner contre le papillomavirus et parfois les parents sont quand même un peu plus rassurés que ce soit le médecin qui connaisse l'enfant, mais effectivement peut rassurer sur cette campagne en disant oui, vous pouvez tout à fait faire vacciner votre enfant dans le cadre du collège car ça répond à toutes les conditions de sécurité, d'hygiène et puis d'information et de libre arbitre quand même. Donc ce vaccin, on peut très bien le faire soit au collège, soit chez son médecin traitant. Exactement, on peut le faire dans tous les endroits où l'enfant est a priori suivi. Alors, dans le cadre de cette campagne, l'URPS a financé un projet de carnet de vaccination électronique. Ça s'appelle mesvaccins.net. Est-ce que vous pourriez m'en dire un petit peu plus ? Alors, c'est un carnet de vaccination, en fait, qui est électronique, qui permet de suivre les rappels de tous les autres vaccins, d'inscrire tous les vaccins. Il est gratuit, il est financé effectivement par l'URPS, médecins libéraux de Nouvelle-Aquitaine et l'ARS, l'Agence régionale de santé. Et donc, effectivement, on peut s'inscrire, tout le monde peut s'inscrire sur mesvaccins.net. Et puis, ce qui permet, si on est dans 10 ou 15 ans et qu'on a besoin de savoir quel vaccin on a fait pendant l'adolescence, de le retrouver. Donc, c'est un outil qui est transportable partout et qui ne se perd pas, contrairement au carnet de vaccination papier. Alors, est-ce que ça vient en complément de la carte vitale ? Comment on peut expliquer tout ça à nos auditeurs pour qu'on se mélange pas les pinceaux, en Alors, fait ? C'est vraiment un outil numérique, donc c'est pas une carte, c'est vraiment un outil qu'on va utiliser pour renseigner sur ce qu'on a eu comme vaccin. Et donc c'est
l'équivalent plutôt d'un carnet de santé, mais numérique en fait. Et puis la carte vitale à côté sert pour avoir les renseignements, on va dire de santé, mais administratifs. Alors que là, c'est vraiment un outil pour renseigner, alors pas son suivi médical, mais en tout cas son suivi vaccinal. Alors, mesvaccins.net, donc c'est un site internet. N'hésitez pas à y aller pour justement faire ce suivi des vaccinations. Il y a d'autres outils, je crois, numériques. D'ailleurs, l'URPS c'est également un de ses objectifs, c'est de développer les outils numériques à disposition des médecins. Alors, comme je vous disais, comme on est moins de médecins et qu'on doit s'organiser sur beaucoup plus de missions qu'il y a quelques années. Nous sommes obligés de nous organiser donc sous forme de communauté de professionnels, mais aussi à l'aide et de communiquer entre nous ou avec nos patients avec des outils numériques tels que la téléconsultation, la téléexpertise. L'URPS promeut monmédecin.org qui est un agenda qui se veut éthique, où il n'y a pas de collecte de données, qui est vraiment conçu par des médecins et qui sont des outils tout à fait à utiliser parce qu'effectivement, ils sont avantageux et ils correspondent vraiment à nos besoins. Alors, est-ce que justement, vous parlez de la téléconsultation, la téléconsultation peut être faite dans tous les cas, ou il y a quand même certains cas où il vaut mieux quand même aller en présentiel Alors, je pense qu'en fait, la téléconsultation, effectivement, elle est très utile dans certaines situations où, effectivement, l'examen complet n'est pas nécessaire. On va parler, par exemple, de problèmes de dermatologie ou des problèmes de conseils en ce qui concerne la pédiatrie, des conseils d'alimentation et des conseils sur des problèmes de sommeil. Mais effectivement, on peut tout à fait transformer une téléconsultation en consultation présentielle, c'est-à-dire que si on a un doute sur le motif, on peut faire dans un premier temps une téléconsultation et ensuite la transformer en consultation présentielle. Bien évidemment, dans les situations qui nous concernent, nous, beaucoup en pédiatrie, des fièvres élevées, des enfants qui sont dans des circonstances, avec des comportements qui inquiètent ou qui sont inhabituels, là, il vaut mieux d'emblée prévoir une consultation présentielle. Donc, si par exemple on soupçonne une bronchiolite, il vaut mieux aller en présentiel, j'imagine. Alors, une bronchiolite, effectivement, chez un enfant de moins de 6 mois qui a plus de risque d'être hospitalisé, effectivement, il vaut mieux consulter son médecin. Très bien, mais justement, la bronchiolite, on va en parler dans quelques instants, puisque ça fait partie des autres actions qui sont soutenues à l'heure actuelle par l'URPS, notamment en matière de vaccination. On va en parler dans quelques instants, ce sera tout de suite après une pause musicale. Madame Brinté, vous ne partez pas, vous restez avec nous. On en reparle dans quelques instants, à tout de suite. Vous êtes toujours à l'écoute d'RG, vous nous avez rejoint, vous avez bien raison, car à l'heure actuelle, on est en train de parler santé avec notre invitée du jour, Isabelle Brinté, je vous rappelle, qui est pédiatre libérale et élue au sein de l'URPS. Et justement, l'URPS, on en parle depuis le début de l'émission. On a parlé du rôle et des objectifs de l'URPS. On a parlé dans la deuxième partie de cette émission de l'action de promouvoir la campagne de vaccination contre le papillomavirus humain. Et justement, il y a une autre action qui fait l'objet d'une promotion de la part de l'URPS, en tout cas, et d'autres instances, bien entendu, dont on parlera dans quelques instants, puisque l'ARS est également en lien avec l'URPS, donc l'ARS, l'Agence régionale de santé. Mais pour l'heure, on va parler un petit peu pédiatrie. Et on va parler de la bronchiolite, puisqu'il y a une autre campagne. On a parlé de la campagne de vaccination HPV il y a quelques instants, mais la bronchiolite chez les enfants en bas âge fait également l'objet d'une campagne de vaccination à l'heure actuelle. Alors, expliquez-nous un petit peu cette campagne de vaccination. Tout d'abord, elle est due à quoi ? Pourquoi tout d'un coup on fait une campagne de vaccination contre la bronchiolite ? Alors, je vais juste reprendre le terme, sinon je vais me faire taper sur les doigts par pas mal de mes collègues. La nuance est peut-être un peu importante à apporter. Ça n'est pas une campagne de vaccination, mais d'immunisation. J'entends par là que dans la vaccination, on va injecter la bactérie ou le microbe qui va faire que l'enfant ou l'adulte produit des anticorps. Là, ce qui est vraiment génialissime, c'est que c'est vraiment les anticorps, le médicament qu'on injecte, ce sont déjà les anticorps contre le VRS,
qui est le virus qui est en cause dans la plupart des bronchiolites qui entraînent des hospitalisations chez les nourrissons, et en particulier chez les nourrissons de moins de 6 mois, mais aussi les nourrissons qui ont des fragilités comme des antécédents de prématurité, des problèmes de cœur, de cardiopathie. Et donc effectivement, ces nourrissons-là sont vraiment très à risque de rencontrer le VRS lors de leur premier hiver, et lors de cette première rencontre, aller à l'hôpital, ce qui a été le cas de 26 000 nourrissons l'hiver dernier, avec la crise un peu de santé, de sanitaire que ça a engendré, avec des nécessités parfois de transfert dans des services de réanimation. On va dire que c'était notre mini-Covid à nous, la pédiatrie, mais qui existe depuis que je fais de la pédiatrie. C'est-à-dire que ces petites crises sanitaires, elles existent chaque hiver autour de la bronchiolite et des gastroentérites. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a des moyens de les prévenir actuellement. Alors justement, quand on parle de moyens de la prévenir, on est dans cette campagne d'immunisation, on le rappelle, et non pas de campagne de vaccination, mais bien une campagne d'immunisation contre la bronchiolite. Là encore, les médecins ont un rôle important à jouer, j'imagine. Oui, car tous les médecins traitants, les médecins généralistes, les pédiatres peuvent pratiquer depuis le 15 septembre, en tout cas le produit arrive en pharmacie là actuellement, peuvent pratiquer cette injection qui est unique, c'est une seule injection qu'on peut faire la fin septembre, début octobre, avant que la bronchiolite n'arrive vraiment et, sous forme épidémique liée au VRS. Et donc cette injection unique va couvrir toute la période hivernale jusqu'à mars et ainsi protéger tous ces nourrissons et éviter vraiment des hospitalisations qui sont traumatisantes pour les parents, pour les nourrissons, pour les familles, et aussi qui saturent complètement le système de santé. Oui, alors effectivement, quand vous disiez traumatisante, alors pour l'avoir vécu avec ma fille, oui, forcément, effectivement, on peut le dire, hein, c'est pas quelque chose de très agréable à vivre, ces bronchiolites. Quel est le rôle exact de l'union des médecins libéraux dans le cadre de cette campagne ? Alors, le rôle de l'Union, ça a été de suivre toutes les réunions avec l'ARS dans l'organisation pratique de cette campagne, et ça a été d'informer sous forme d'un webinaire début septembre l'ensemble des médecins qui voulaient avoir accès à ce webinaire sur l'existence de cette immunisation, la réalisation pratique, le fait que ce soit qu'une seule injection, avec un dosage pour les bébés de moins de 5 kilos et un dosage pour les bébés de plus de 5 kilos. À quel bébé ça s'adresse ? Donc c'est tous les bébés qui sont nés depuis le 6 février et puis 2023. Et donc, bien sûr, insister sur le fait que ça n'est pas non plus complètement magique, qu'il faut continuer à être vigilant, comme pour le cancer du col de l'utérus, le fait de faire le vaccin du papillomavirus ne protège pas contre toutes les maladies sexuellement transmissibles, et donc il faut continuer à être vigilant et à donner des conseils en termes de prévention des maladies sexuellement transmissibles, donc le préservatif, etc. Et ben là, c'est pareil. On va pas emmener un bébé d'1 mois dans un grand magasin avec une affluence pas possible au mois de décembre, parce que là, même avec l'injection de ce médicament, de ce Beyfortus, on ne pourra pas empêcher d'autres maladies de se développer. Donc, il faut être toujours vigilant dans ces campagnes-là. C'est que c'est des progrès inimaginables. En fait, on est vraiment ravis de pouvoir proposer ça à nos patients, mais ça n'empêche qu'il faut être quand même vigilant et garder des mesures de prévention toutes bêtes, comme le lavage des mains, le port d'un masque si on est malade, etc. Alors, tout à l'heure, quand on parlait de la campagne de vaccination contre le HPV, bien sûr, ça s'adressait à des adolescents. Là, j'imagine que dans le cadre de cette campagne d'immunisation contre la bronchiolite, là, on est plus dans des messages de prévention auprès des parents, parce que les bébés, eux, ah oui, malheureusement... on fait de la prévention dès le séjour en maternité, et puis lors de nos consultations, on les répète régulièrement, ces messages de prévention. Effectivement, avoir un épisode de bronchiolite avant l'âge de 6 mois, c'est quand même un facteur de risque et d'hospitalisation, et ensuite de développer ce qu'on appelle l'asthme du nourrisson, c'est-à-dire des épisodes de bronchite répétés lors de leur 2e année de vie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que si on diminue effectivement la maladie sur la première année de vie, on verra une amélioration de la santé de ces enfants sur leurs 2 premières années de vie.
Est-ce que cette campagne est également dotée d'outils numériques comme la campagne contre le HPV ou pas encore? Alors pas encore parce qu'effectivement on a eu l'autorisation pour démarrer cette campagne en plein cœur de l'été. Je rassure, j'en profite là juste pour rassurer un peu les parents parce que pour les parents tout ce qui est nouveau peut faire un peu peur, mais c'est vrai. Effectivement cette campagne d'immunisation elle était effective chez plein d'enfants qui étaient prématurés ou qui avaient des maladies de cœur sévères depuis un certain nombre d'années, même depuis une vingtaine d'années, mais c'était sous forme mensuelle, ça n'était fait qu'à l'hôpital et c'était avec le même type d'anticorps mais qui ne durait qu'un mois et c'était des injections relativement douloureuses, donc on ne pouvait pas le proposer à l'ensemble de la population. Là, vraiment, la grande nouveauté, c'est juste qu'on a réussi à augmenter la durée de vie de ces anticorps et que c'est donc beaucoup moins douloureux et que ça permet vraiment de le proposer au plus grand nombre. Très bien, mais écoutez, il va être temps pour nous de devoir rendre l'antenne. Je vais vous laisser le mot de la fin. Moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que c'est vrai qu'on sait que les temps sont compliqués pour les patients, pour trouver un médecin, pour se faire soigner. Il y a beaucoup de choses qui changent. Les médecins, comme tout le monde, on essaie de faire au mieux pour nos patients. Ce n'est pas simple. Le rôle de l'Union, c'est vraiment, en lien avec l'ARS, c'est vraiment d'accompagner les médecins dans tous ces changements sans perdre la qualité et l'éthique pour nos patients et pour offrir les meilleurs des soins. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Dr Brinté, d'être venu dans nos studios pour parler donc de l'URPS et de ces deux actions donc qui sont que vous promouvez à l'heure actuelle, l'une de vaccination contre le HPV, l'autre d'immunisation contre la bronchiolite. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de votre magazine Santé et Société. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités et bien entendu un nouveau sujet. Bonne semaine à tous et prenez soin de vous.